Euh, Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Marie-Odile et Coralie avec vous ce soir. Et puis aux manettes de la technique, Élodie. Mais cette fois-ci, à côté de moi, donc là on se voit, il y a David, Christelle. Je suis magnifiquement entourée par une équipe qui est venue jardiner cet après-midi avec moi et on a jardiné et puis on a mangé la soupe ensemble et puis voilà qu'on se retrouve. Et j'ai le bonheur d'être là avec Coralie. Donc, avec Coralie, j'ai dit, on se relie à notre je suis et la joie s'ensuit. Qu'est-ce que tu dis de ça, Coralie? J'adore, merci beaucoup, merci de m'accueillir déjà. Et puis je suis très contente, c'est un titre qui met en joie. Et Hmm. je suis très contente de vous retrouver parce que vous êtes un collectif ce soir chez toi. Et puis c'est toujours un moment de communion que j'apprécie, communion avec moi-même et avec l'Assemblée des Je suis. Donc c'est vraiment précieux et voilà, ça donne de la joie. Et puis, il y a de plus en plus de monde chez toi, je vois, le soir. Pas seulement physiquement, mais et Ah là, du je coup, pourrais pas accueillir tout le monde ici. ça monte en intensité, mais on sent l'assemblée. Et je Ouais. pense que tout le monde le ressent aussi, mais c'est vraiment chouette. Hmm. Très Donc, chouette. Mais d'ailleurs, je vois qu'Élodie, tu prends soin de mettre les saluts des uns et des autres. Merci à vous d'être là parce que c'est très touchant de voir la fidélité d'un grand nombre de personnes. C'est très touchant de voir vos réactions dans les commentaires. C'est très touchant de voir votre intérêt, l'intérêt des uns et des autres pour ce que nous vivons ensemble. Et je voudrais insister peut-être sur l'importance de l'assemblée, justement. Parce qu'il y a évidemment ce qui est vécu par toi, Coralie, par Élodie qui est là, David, Christelle qui sont là, et moi, bien sûr. Mais il y a cette grâce de partager ensemble le chemin qui nous conduit vers l'unification. Et moi, je trouve ça formidable de voir comment les expériences de l'un enrichissent la conscience de l'autre, comment les émotions des uns viennent éclairer les autres. Et ça, c'est juste formidable. Vraiment, vraiment, on est en train de construire un nouveau monde. C'est incontestable pour moi. Et je veux vraiment remercier une fois de plus ce soir toutes les personnes qui s'y collent. Parce qu'il faut s'y coller. C'est pas sans faire d'efforts, mais en cherchant sans cesse la joie qui va nous permettre de nous hisser en conscience et la simplicité qui va nous faire nous dépouiller de la complication mentale avec laquelle on a été habitué. Donc ça, c'est vraiment absolument formidable. Et alors, je continue dans ma parole là, parce que donc, Coralie, je voulais aussi te remercier particulièrement parce que je suis très touchée de tout l'intérêt que tu portes à ce que je fais, du soin que tu apportes à certaines vidéos que je publie et que tu regardes avec une précision d'horlogère et parfois tu découpes les séquences, tu mets des titres et tu me conseilles sur ce que je dois faire. Et franchement, je te remercie et c'est vraiment génial. Et tu sais sentir les sujets qui requièrent un approfondissement, qui ont besoin d'être complétés par une autre intervention, comme ça va être le cas ce soir sur les émotions. Et vraiment, merci à toi de cette offrande que tu fais, parce que tu fais ça spontanément et ouais, à partir de toi, dans ta souveraineté. Et c'est juste génial. Je te remercie. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'une fois par mois, on ait cette émission ensemble où tu vas venir ben, me proposer d'approfondir un certain nombre de sujets et peut-être apporter aussi des choses que toi tu veux offrir à l'Assemblée. Et merci beaucoup Coralie de tout ce que tu fais pour l'élévation de la conscience. Voilà. écoute, moi, je te remercie pour tout ce que tu me permets de rassembler, d'assembler, en fait, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est dans ce que tu proposes, c'est que c'est très complet, tant dans la pratique, le pouvoir ressentir les choses, et Mm. aussi il y a la connaissance. Et tu as un tel parcours et une telle connaissance que moi, j'en connais pas d'autres comme ça, et je trouve que c'est vraiment très riche. C'est pour ça que je vibre et c'est pour ça que je le fais pour moi, c'est évident. Certaines personnes vont mettre des commentaires. Moi, j'ai besoin de réécouter certaines choses ou de découper pour que les gens puissent aller vraiment chercher, voix et ou elle, les déclics de conscience
que chacun peut avoir en écoutant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment tout pour assembler les pièces du puzzle, quoi. Mmh. Bah, Et ça, j'aime bon, ce qui me caractérise peut-être, c'est la combinaison, de l'humain et du spirituel justement et donc du corps, le premier lieu, de vie, de la psyché, donc du psychisme et du spirituel. C'est vraiment pour moi, intimement tressé tout ça. Alors c'est vrai que j'aime bien développer, ce que je vis et ce que je comprends de l'existence et le mettre en partage. Ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire. C'est comme ça que j'aime vivre en fait et donc je suis contente que ça rencontre l'intérêt d'autres personnes, bien sûr. Hein. Voilà. Et ce soir, donc, on va parler des émotions, et puis on va prendre des questions des personnes, parce que pas mal de personnes m'ont écrit dans le chat ou par mail. Bon, j'ai plus le temps de répondre aux mails de tout le monde, hein, bien sûr. Donc, mais je note par contre les questions qui m'arrivent. Et donc, avec notre coopération dans ces émissions, Coralie, ce sera une occasion justement d'aller prendre les questions des uns et des autres et puis de les étudier lors des émissions mensuelles. Et donc, ce soir, peut-être on va avoir le temps d'aborder un certain nombre de ces questions. Voilà. Donc, tu voulais qu'on reparle des émotions? Oui, et qu'on fasse un lien, un pont avec, pour ceux qui ont vu l'émission d'hier soir, mais il s'est passé quelque chose par rapport à la maladie en général, pas seulement le VIH et le sida. Et donc, c'était vraiment intéressant d'avoir cette lecture de la maladie que beaucoup connaissent. Mais là, il y a vraiment eu une jonction parce qu'il y avait le témoignage de Jean-Paul en même temps, la présence de Didier et toi, ce que tu as amené justement pour relier le tout. Et regarde, il est là ce soir. Jean-Paul est là, justement. J'ai vu passer tout à l'heure son nom. donc, on a pu vraiment ressentir. Moi, quand tu as porté ce qu'il y avait là, j'ai vu mon corps de lumière, quoi. Et jusqu'à maintenant, ça s'était pas produit pendant une de tes guidances. Donc, pour moi, ça a été vraiment très loin. Et les émotions, on pourrait faire un lien avec la maladie. D'ailleurs, ça fait partie des questions. Je ne sais plus comment c'est formulé. Mais quelqu'un demandait, alors attends, j'essaie de la retrouver. Quel lien tu fais entre la maladie et l'émotion, le corps, esprit et l'émotion? Alors, effectivement, il y a un lien, mais c'est pas forcément un lien toujours très direct. Si on revient à ce qu'est une émotion, c'est-à-dire c'est un mouvement d'énergie dans le corps qui est provoqué par la réactivation d'une blessure de manque qui a été connue dans la petite enfance. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'émotion d'aujourd'hui est toujours une convocation d'un souvenir d'un manque psychologique qui a été expérimenté dans la petite enfance. Et donc, qu'est-ce qui fait que parfois ça peut aller jusqu'à la somatisation, donc jusqu'à la maladie? Eh bien, c'est tout simplement que le manque qui est révélé par l'émotion n'est pas identifié. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des émotions. Par exemple, imaginons, je suis triste. On va dire l'émotion de tristesse qui correspond à un manque d'amour, à un manque de considération, à un manque de présence, à un manque de reconnaissance de soi qui a été vécu dans l'enfance. Alors, ce qui est tranquille, hein, c'est que tous les humains l'ont. Hein, les manques, on les a tous. Hein, tous, au moins une fois, on a expérimenté une rupture, une perte qui a créé la sensation d'un manque d'amour. Bon, alors imaginons, on est triste, et ce qui va se passer, c'est que si je ne me rends pas compte que c'est un manque d'amour, de considération, et que c'est installé pour que je me satisfasse moi-même et que je cesse d'aller chercher à l'extérieur la satisfaction, la reconnaissance, l'amour, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais sans arrêt, créer des situations qui vont me faire expérimenter la tristesse et qui vont pour me faire apparaître que j'ai un besoin. Mais tant que ce besoin n'est pas identifié, eh bien, je vais créer des situations. Et donc, ces situations vont s'intensifier. C'est-à-dire que l'intelligence spirituelle que je suis va essayer à tout prix que je sois enfin consciente de ce manque pour
le satisfaire. Et qui c'est qui va le satisfaire? C'est je suis. C'est l'entité spirituelle que je suis qui veut le satisfaire. Donc elle me dit, je te crée une situation parce que j'ai un cadeau pour toi, j'ai un présent pour toi. Et moins je l'entends, plus je vais aggraver les situations d'émotion. Au bout d'un moment, le système, parce que comme l'émotion, je rappelle que c'est un mouvement d'énergie dans le corps, eh bien le système va faire que cette énergie va se cristalliser, va se densifier et va se bloquer en fait. Elle va se bloquer, notamment par exemple pour la tristesse, c'est assez connu, c'est plutôt au niveau des poumons que ça va se bloquer. Et donc, à force de ne pas traiter ma tristesse, et encore moins de traiter le manque d'amour, de reconnaissance, de considération que la tristesse vient me révéler, eh ben, je vais finir par faire quelque chose qui va toucher la sphère des poumons, par exemple. Et ce qui se passe, parce que là, j'ajoute juste que, en plus de ça, non seulement on ne traite pas le manque, mais comme on a été éduqué à ne pas non plus traiter nos émotions, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place des situations pour avoir une émotion, mais on va s'empresser de les évacuer avec le mental. Donc, on n'a pas le signal en plus. Et donc, moins on a le signal, parce que c'est censuré par le mental, plus c'est le corps qui va le prendre en charge et créer la maladie qui vient nous dire attention, attention, quelque chose dysfonctionne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, si j'ai bien compris, l'émotion, c'est un stade intermédiaire entre de matérialisation, dans la matérialisation des choses, c'est un stade intermédiaire. Tu as parlé de signal. Est-ce que tu dirais aussi que c'est comme un panneau indicateur? Hier soir, tu as dit que la maladie était là pour nous signaler, nous révéler quelque chose qui était inconscient. Mais quand c'est à l'état de maladie, ça s'est cristallisé, ça s'est densifié jusqu'à la matière, quoi, en fait. On dit somatisé. Alors, il faut faire attention parce que la plupart des médecins, aujourd'hui, quand ils savent plus quoi faire avec une maladie, ils disent c'est psychosomatique. Alors, c'est presque une insulte de dire ça. Parce que, je veux dire, quelle maladie ne serait pas psychosomatique? Moi, par exemple, avec les amis avec lesquels je passe du temps, la plupart du temps, on est habitué maintenant à reconnaître le moindre petit bobo que nous avons. Mais je veux dire, même un verre qui se casse, parce que dans notre cuisine, par exemple, on va le traiter comme étant un incident qui vient nous indiquer quelque chose qui dysfonctionne en nous. Par exemple, quelqu'un éternue. Ça, c'est le truc presque, c'est tout très, très rigolo. Quelqu'un éternue autour de la table, on va dire, ah ben, c'est quoi qui te met de la pression? Un éternuement, c'est le signal que quelque chose fait pression en soi et que je ne le vois pas, donc c'est mon corps qui me le dit. Tu vois, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Tu vois, et c'est très intéressant de le traiter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, il y a Chantal qui dit, à partir de quel âge un enfant peut-il se connecter à son je suis en cas de tristesse causée par le manque? Alors, je rebondis là-dessus parce que j'aimerais bien que tu nous fasses que tu passes en revue quelles sont les étapes, en fait, comment ça se manifeste. Parce que dans ta première vidéo initiale sur les émotions, qui était plus un exposé, tu disais qu'on était tous concernés par la séparation parce que déjà on est séparés de notre mère à la naissance. Et donc après, en fait, on connaît tous le manque. Même si on reçoit beaucoup d'amour et d'attention, on va vivre le manque. Donc, comment est-ce qu'on peut échapper à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on n'ait pas ce sentiment de manque ou cette émotion? Mais malheureuse, il faut surtout pas échapper à ça, parce que figure-toi que c'est la voie royale pour se réunifier à je suis. Alors moi, je déteste quand on parle des émotions négatives. Alors si tu veux me fâcher, faut non, pas c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que non, mais pas toi. Mais en général, on parle de ça. Mais il faut pas échapper à l'émotion, tu vois. Mais j'ai peut-être mal compris ta question. Oui, parce que quand tu as parlé de maladie hier, on a compris que c'était un système que le corps et l'esprit avaient mis en place pour qu'on prenne conscience de ce qu'on ne voit pas. Mais c'est une distorsion, je ne sais pas si c'est... comment dire, en fait, on va vivre l'inverse, on va ressentir quelque chose de douloureux, de désagréable, de souffrant, pour pouvoir identifier ce qu'on ne voit pas et s'apporter
Oui, ce dont on manque, oui. s'apporter les soins, voir les choses autrement, changer de conscience, etc. Mais donc le système des émotions, c'est exactement la même chose. Mais moi, je me demande si pour le nouvel humain, est-ce que le nouvel humain n'a plus d'émotions? Il est dans cet état d'être d'amour et il y a comme il sait combler ses manques et il sait qui il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Alors, ça serait un humain réalisé, ça, tu vois. voilà, Or, moi, je n'en connais pas. Donc, moi, tant que j'en ai pas rencontré, je dis que ça n'existe pas. Tu vois, mais peut-être ça existe, hein, mais je ne les ai jamais rencontrés. Un humain réalisé, il a à peine besoin d'un petit frémissement émotionnel et tout de suite, il reconnaît qu'il a un besoin, tu vois. Ça, c'est dans notre idéal de soi-même et du monde, on rêve de ça, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'éprouver la cuisson alchimique qu'est l'émotion et tout de suite de savoir être rempli de ce dont nous avons besoin, tu vois. Donc là, oui, bien sûr. Mais ça, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, Coralie. Moi, mais c'est peut-être ce vers quoi on tend. Et ce que je voudrais absolument. te dire, Alors, c'est que comme on n'y est quand pas, voilà, comme on n'y est pas, il faut faire avec ce qui est là. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans l'homme-esprit unifié, il n'y a plus de manque, puisqu'il y a unification. Et ça, je parle de l'homme dans 2 heures, hein, parce que c'est maintenant. Je veux dire, dans 2 heures sur l'échelle du temps. Ça veut dire, je vais plus dire demain, parce que c'est déjà là à plein de moments dans notre vie, hein. C'est ça qu'il faut regarder, c'est que c'est déjà là à plein de moments. Mais il y a des moments où on retombe en fréquence, et donc évidemment, de nouveau, on retrouve des manques. Mais quand on est unifié, ça veut dire que le je, conscience humaine, est unifié avec le je suis, l'esprit. Et donc évidemment qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque, puisqu'il y a unification. C'est-à-dire il n'y a pas le Graal que nous sommes est rempli de la lumière de je suis, est rempli de l'amour de je suis, est rempli de l'esprit de je suis. Et donc tout est absolument rempli. Donc il n'y a pas de manque. Mais ça, c'est effectivement dans la nouvelle espèce humaine, celle qui est en train d'émerger maintenant, qui existe de façon sporadique encore, mais qui est en train de se construire véritablement. Mais après, il est évident que selon le chemin de conscience que nous avons parcouru, on va être plus ou moins apte à accueillir l'abondance je suis en soi, et plus je suis capable de l'accueillir, moins j'ai peur de mes manques, plus j'accueille mes émotions et moins je souffre. Alors que si je ne suis pas consciente, moi au début de ma vie par exemple, j'étais totalement rongée par mes émotions, j'étais une boule d'émotions permanente et j'avais besoin de m'engraisser, tu vois, pour ressentir le moins possible, j'avais besoin de me protéger sans arrêt parce que c'était insupportable, c'était douloureux, c'était une cuisson, vraiment, tu vois, j'avais l'impression d'être sur la poêle et dans la poêle, dans la marmite en permanence tellement c'était douloureux et je pleurais et c'était juste affreux. La vie était affreuse de ce point de vue-là parce que tout me créait à l'intérieur de moi un mouvement douloureux. Tu vois, et parce que euh, j'avais choisi de venir dans cette incarnation avec une grosse valise de manque et j'avais choisi des parents magnifiques pour installer les manques. Parce que moi, ce que je dis, c'est que les parents, ils sont là pour donner des atouts et offrir des manques. Moi, j'avais des parents merveilleux pour l'offrande des manques. Ils m'en ont donné plein, 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 plein. Et donc, grâce à ça, j'avais des valises très, très lourdes d'émotions. Et donc, chaque situation que je vivais déclenchait l'ouverture de ma valise d'émotions. Et chaque émotion, c'était douloureux. C'était juste douloureux. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Voilà. Et donc, oui. Et donc, maintenant, tout ça, grâce au chemin de conscience parcouru, maintenant, je n'ai plus peur de mes émotions parce que je sais que j'ai un fournisseur permanent à l'intérieur de moi que je peux mobiliser à chaque instant et qui va satisfaire le besoin qui est le mien sans aller demander à ma mère qui est morte depuis 22 ans, à mon père qui est mort depuis un peu moins, mais pareil, et puis qui de toute façon n'était pas le fournisseur adéquat pour remplir ce qui était vide en moi, et bien ni à mes amis, ni à un compagnon,
c'est Alors, à oui, l'intérieur. ça c'est intéressant. Justement, je voudrais que tu nous montres le parcours, que tu nous le passes en revue pour qu'on ait tous bien à l'esprit. Donc, on sait ce qu'on a à notre disposition. Tu nous as dit la plénitude. On sait vers où on va, ok. Mais en attendant, on a tous vécu dès bébé, on a tous vécu le manque, même si on a eu des parents aimants. Donc, ça s'installe et après, en fait, comme c'est inconscient, même si l'enfant il ressent, il n'est pas conscient de ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe avec nos émotions, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, ces émotions inconscientes? Alors Comment on justement, grandit avec? alors donc ça, c'est une question extrêmement importante que tu abordes, Coralie. Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions inconscientes? Alors déjà, nous, quand elles sont inconscientes, justement, je n'en fais rien. Le problème, il est là. Par contre, les émotions s'occupent de nous. Et c'est bien là le problème. Et donc, il y a deux choses. Il y a d'une part, toute émotion non consciente, elle va migrer dans notre corps astral. Et elle va, dans l'astral de la Terre, ploum, se coller sur un égrégore d'émotions qui vibre sur la même fréquence. C'est-à-dire que si par exemple, bon, rappelons les quatre grandes émotions, la peur, la colère, la tristesse, l'euphorie. Donc si on est en proie à une de ces quatre émotions sans s'en rendre compte dans la non-conscience, eh bien ça crée une espèce de nuage dans notre corps astral, une espèce de masse sombre dans le corps astral, et cette masse sombre, elle a de l'appétit pour aller se faire accueillir par la masse sombre de la colère, de la peur, de la tristesse et de l'euphorie de l'humanité tout entière. Et puis là, c'est intéressant parce que ça nourrit l'égrégore, mais on est aussi nourri par l'égrégore. Et donc là, il y a un système de fourniture d'émotions qui va se vivre après par la personne. Ça, c'est le premier niveau, c'est le plan subtil. Ça va dans le corps subtil, donc du corps astral, et globalement dans le corps astral de la Terre. Et ensuite, ça va aussi dans le corps physique. C'est-à-dire que cette énergie, tu sais, c'est une onde qui nous traverse, mais qui est d'une basse fréquence. Si je n'en suis pas consciente, eh ben, elle va traverser mon corps et elle va aller se loger dans un endroit de moi qui va créer un blocage énergétique et qui va petit à petit se densifier et prendre forme. Alors, selon les uns, selon les autres, selon le tempérament, selon le type d'émotion. Et c'est ça ce qui va se passer. Et c'est comme ça que la maladie, puisque c'était une de ta question au départ, c'est la maladie va se poser de cette manière-là. Alors, et le psychisme va évidemment intervenir aussi, parce que selon le programme qu'on a pris sur cette terre, selon la personnalité dont on s'est doté, eh bien, on va être intéressé non consciemment par une émotion plutôt que par une autre, et par une somatisation plutôt que par une autre. Il y a Kayla qui dit on alimente cet égrégore depuis notre enfance. Donc tu dis que ça part dans notre corps astral, ça nourrit l'égrégore, l'astral collectif. On nourrit aussi les entités parce qu'on parle souvent de base astrale, etc. Bref, il y a un échange énergétique et en nous, ça s'entasse, ça s'empile au niveau énergétique. Voilà. D'abord dans notre corps astral, donc émotionnel, et puis ensuite ça se densifie ou non en maladie selon ce qu'on est capable d'évacuer ou d'exprimer, ou ça n'a pas de lien. Alors, plus je vais mettre un petit enfant, il va crier, il va exprimer, il va pleurer, il va dire j'ai peur, mais petit à petit, on va lui dire. Je pense quand même, je pense que l'enfant, le petit enfant, on alimente l'égrégore depuis notre enfance. Oui et non, parce qu'en fait, l'enfant, il est quand même extrêmement protégé. Moi, je rappelle que l'enfant n'a pas de je avant 21 ans. On peut quand même, bon, bien sûr, il y a un je embryonnaire, hein, mais le je n'est véritablement installé qu'à 21 ans. Il faut les 3 septaines là pour installer véritablement le je. Et donc, l'enfant, il est sous tutelle de ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de non-conscience, mais il y a une espèce de protection, même, je dirais, angélique autour de l'enfant, qui fait que on ne lui demande pas son système. Son système d'incarnation ne va pas lui demander d'être
100% conscient de ses émotions et 100% responsable de la satisfaction de ses besoins. Évidemment, plus il approche de 21 ans, plus sa responsabilité va s'engager. Mais c'est quand même important de ne pas se culpabiliser, par exemple, parce qu'on aurait des émotions non conscientes et des besoins non identifiés quand on est enfant. C'est la règle du jeu. L'incarnation s'organise comme ça. Oui, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que comme on veut pas culpabiliser, mais je veux juste montrer que c'est un processus qui se fait naturel et inconsciemment, naturellement et inconsciemment. Et tu as parlé, alors je précise que le truc sur les 3 septaines, là, c'est dans l'émission avec, comment elle s'appelle, dans Rayonnance Télé, et c'est dans celle-là que tu l'expliques pour ceux qui veulent revenir dessus. Mais parce que je l'avais commencé aussi à la découper aussi. Non, je voudrais que chacun puisse comprendre qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais que c'est un processus dans lequel on est malgré nous parce que Voilà. il est dans nos gènes. Et donc, le petit enfant, il hurle, il exprime sa colère, sa peur, sa tristesse, mais que petit à petit, quand il arrive à l'âge de raison à 7 ans, il apprend, enfin son mental commence à prendre le dessus et qui va tout refouler plus ou moins. Et c'est là qu'interviennent comment tu appelles ça, les comportements stéréotypés. Absolument, absolument. Alors Qui donc, sont des comportements de survie en fait, hein, d'adaptation à notre environnement et c'est ce que j'appelle moi les comportements stéréotypés, c'est-à-dire c'est la manière dont instinctivement et pas intuitivement, instinctivement, donc pour notre survie, on adopte un comportement qui va faire que on atteint le plus rapidement possible un état d'équilibre ou un état qui va être le moins douloureux possible. Et donc ça, c'est le comportement stéréotypé, c'est-à-dire que j'ai compris que si je ne pleure pas face à ma mère, par exemple, elle va être beaucoup plus gentille avec moi que si je me mets à hurler. Ou à l'inverse, j'ai compris que si je braille comme un veau, ma mère va se mettre en quatre pour me satisfaire. Donc tu vois, on va observer et on va installer un comportement stéréotypé qui est de l'économie à court terme. C'est-à-dire, je vais chercher la solution la plus économique pour moi le plus rapidement possible. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas miser sur le long terme et donc je ne vais pas regarder mes vrais besoins. Je vais regarder ce qui va être le plus payant tout de suite. Et donc, le comportement stéréotypé devient un comportement qu'on va mettre en place à chaque situation qui a la même structure que celle que j'ai connue dans mon enfance et qui m'a apporté des bénéfices immédiats. Le problème, c'est que le bénéfice immédiat va à l'encontre du bénéfice à long terme. C'est juste une stratégie d'adaptation pour continuer à recevoir, enfin, ou recevoir tout court de l'amour, de l'attention de ceux qui nous élèvent, quoi. Ou de la tranquillité. Parce que je te donne un exemple. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je suis triste ou je suis en colère. On va dire je suis triste encore. On va prendre. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, j'ai une envie de chocolat, dis donc. Mais je ne fais pas forcément de lien avec la tristesse. Mais mon besoin, donc niveau du ventre, déclenche une envie qui est là au niveau de l'étage rythmique et qui se traduit par une demande au niveau de la pensée. C'est-à-dire là, on a pensée, sentiment, volonté, on a le besoin dans le ventre, l'envie là, et puis là, c'est la décision que je vais prendre. Et donc, mon coup de fil, par exemple, m'annonce une mauvaise nouvelle ou je viens de recevoir une facture et j'ai pas trop de sous pour la payer, c'est de cet ordre-là. Hein. Donc, mais il y a toujours un événement extérieur qui fait que je me sens pas très bien, j'ai envie de chocolat. Eh ben, si je mange du chocolat, on est bien d'accord que je ne vais pas du tout résoudre mon problème de tristesse ou de facture à payer. Et je vais être, par contre, au niveau satisfaction immédiate, très bien. Mais c'est très vite que je vais avoir les désagréments du chocolat. Parce que j'ai répondu de façon non spécifique par un comportement stéréotypé à un besoin que j'ai éludé. Tu comprends? Et c'est comme ça que je suis malade. Alors évidemment qu'après, parfois, je peux être malade aussi de mes solutions compensatrices. Puisque, par exemple, si je prends l'exemple du chocolat ou de l'alcool, eh ben, je vais
parce que je vais manger, ben, je vais prendre du poids, je vais fatiguer mon cœur, je vais avoir des problèmes, ou par rapport à l'alcool, je peux devenir dépendante, etc., etc. Tu comprends bien que la solution à court terme vient à l'encontre de la solution véritable qui, elle, demande du long terme. C'est-à-dire, du long terme, ça veut dire quoi? Oui, je suis triste, mais quelle est la situation qui m'a rendue triste? Ok. Et quel est le besoin que cette situation a révélé? Et quel est le besoin? C'est pas agréable parce que c'est un besoin qui est archaïque, qui est ancien, qui est vieux comme tout. Il date de ma première septaine en général. Tu comprends? J'ai pas trop envie d'y aller parce que souvent ça s'est répété cette chose-là. Ouais. Mais alors, donc, tout ça, ça se fait dans l'enfance, on est totalement inconscient, donc on apprend à refouler, et le petit enfant, il n'est pas en mesure de voir que son émotion est un signal, ou de pouvoir prendre conscience du besoin qu'il y a derrière. Donc ça vient beaucoup plus tard. Et en attendant, on prend des mauvaises habitudes, puisqu'on apprend à refouler, à jouer des rôles, à faire le pitre, comme tu disais, ou à se faire remarquer, à faire le rebelle, ou au contraire à longer les murs. On se soumet aussi, on apprend à se soumettre. À se résigner. Je vois quelqu'un, Pierre, qui parle de résignation. Voilà, on se replie. Selon les personnalités, chacun va réagir différemment. Mais c'est là quand même que la personnalité se construit. Et donc, comment est-ce qu'on prend conscience de tout ça et comment on en sort? Alors bon, il y a quand même des parents, moi j'en connais, hein, je pense à Chloé et Mickaël, là, qui font partie de mon cercle d'amis et qui ont un petit garçon de 6 ans. Moi, j'ai très rapidement, les parents ont demandé à Ellie, quel est ton besoin? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils savaient y répondre, parce que c'est ça le problème, c'est que ce qui est génial, c'est que les parents qui savent qu'une émotion correspond à un besoin, eh ben, quand l'enfant, il se met à hurler ou il fait une grosse bêtise, il ne sait pas forcément reconnaître son besoin. C'est quand même bien foutu, hein. Parce qu'il faut absolument qu'on ait ce bagage émotionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'incarnation humaine requiert qu'on ait un corps, qu'on a un psychisme et qu'on a un jeu pour piloter la chose. C'est quand même fou. Et on a beau, par la porte ou par la fenêtre, il faut que ce bagage s'installe dans une existence humaine. Alors, comment on fait? La plupart du temps, on a quand même des parents qui parfois nous invitent à regarder nos besoins. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Il en reste toujours un petit peu quelque chose. Alors après, comme par exemple, si je prends ma propre biographie, c'est sûrement pas mes parents qui m'ont appris à reconnaître mes besoins. Mais par contre, c'est mes pleurs. C'est parce que je pleurais. C'est parce qu'à un moment, j'ai eu envie de mourir. C'est parce qu'à un moment, c'était trop compliqué de vivre. Et que là, je me suis dit, mais il faut quand même que j'aille regarder ce qui se passe. Et que là, j'ai commencé un travail de conscience. C'est quoi un travail de conscience? C'est d'aller voir les parties de moi que j'ai fait tant d'efforts pour ignorer. C'est ça un travail de conscience. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est quoi ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde? C'est exactement ça. C'est-à-dire ce que nous vivons tous au niveau individuel, c'est aussi vrai au niveau collectif. C'est-à-dire que tout ce que nous n'avons pas voulu voir de la maltraitance, de nos manques, de nos difficultés, des émotions refoulées, et bien là, c'est en train d'apparaître. On a beau mettre des paillons, des muselières, tout ce qu'on voudra, il y a un moment, il faut bien y aller voir quand même. Hein. Tu vois, et c'est ça, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer maintenant. Mais c'est important ce que tu dis, parce que du coup, comme on voit qu'on est tous concernés et que les émotions finalement sont un système d'alarme, ou des panneaux indicateurs, c'est un tableau de bord, non seulement on a tous intérêt à savoir comment on fonctionne au niveau de nos émotions, apprendre à savoir comment on fonctionne, apprendre à connaître le message au moins des 4 émotions principales. Et là-dessus, il y avait un tableau que tu as fait qui est dans la première vidéo. On pourra mettre les liens en dessous. Oui, et donc, on a tout intérêt à aller voir ce qui nous fait mal et reconnaître notre souffrance, notre mal-être, d'aller voir de quoi il s'agit, parce que c'est le seul moyen d'en sortir, en fait. C'est ça. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, pour que la conscience s'élève, il y a un moment où chacun de nous a intérêt à dire stop à l'esquive, stop au contournement du réel. C'est ayons le courage de regarder la réalité de ce que nous vivons. Parce que
tant que nous n'allons pas voir la réalité de ce que nous vivons, cette réalité, elle va transpirer dans nos comportements. Cette réalité, elle va nous manipuler. C'est vraiment tellement, tellement important. C'est-à-dire que si en tant que maître, je ne vais pas traiter, par exemple, ma colère, je vais sans arrêt convoquer à moi des personnes qui vont me mettre en colère. Et si dans mon éducation, on m'a dit « Ah, Marie-Odile, oh, mais c'est moche une petite fille en colère », et que j'ai appris à être triste au lieu d'être en colère, parce que c'est par exemple, je parle de ma propre expérience, eh ben, je vais jamais comprendre que j'attire à moi des situations où je me retrouve dans l'impuissance. Et pourquoi je me retrouve dans l'impuissance? C'est pour accueillir la puissance de mon je suis. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion, elle a un cadeau à nous faire. Je suis veut nous faire un cadeau et il nous prévient, le facteur de je suis qui sonne à la porte pour nous livrer le cadeau, c'est l'émotion. C'est quand même formidable. C'est une Alors, alliée. Pardon? C'est une alliée, l'émotion. Absolument. Absolument. Et donc, arrêtons de redouter nos émotions. Une émotion survient dès lors que le paquet cadeau de je suis arrive pour être livré chez nous. Je veux dire, l'autre jour, il y a une personne magnifique qui m'a envoyé un bouquet de fleurs. C'est vraiment, c'est magnifique. Tout à coup, j'habite en pleine campagne, une voiture arrive. Alors, c'est l'événement quand une voiture arrive ici. Et je vois quelqu'un qui sonne et je vois une dame avec un bouquet de fleurs. Et ben, je veux dire, il a sans arrêt un bouquet de fleurs à nous livrer, tu vois. Et c'était une personne qui voulait me faire plaisir et m'offrait des fleurs. Et ben, c'est ça, je suis. Une émotion, c'est je suis qui m'apporte un bouquet de fleurs. Mais bon sang de bonsoir, quand est-ce qu'on va arrêter de refuser les bouquets de fleurs de je suis? Et moi, ça m'a bouleversée quand cette personne est venue avec ses fleurs. Ça m'a déséquilibrée parce que recevoir un bouquet de fleurs d'une personne que je connais pas, mais c'est ça, je suis, il fait sans arrêt ça. Tu vois, et sans arrêt, ça me met en déséquilibre. Ben oui, ça me met en déséquilibre. Mais si je reste en équilibre, figure-toi que j'avance pas. En fait, pour avancer, il faut que j'ose le déséquilibre. Si je reste statique, je n'avance pas. La marche à pied, c'est du déséquilibre. C'est une succession de déséquilibres. Eh bien, l'évolution de la conscience, c'est une succession de déséquilibres. Et c'est quoi un déséquilibre? C'est une information nouvelle que je dois intégrer dans mon équilibre. Et ça va m'obliger à créer du déséquilibre. C'est formidable. J'adore ça. La dernière fois, tu as dit, dans la dernière émission sur les émotions, tu avais dit, tant qu'on n'a pas été recontacter les blessures, enfin, ou les émotions de notre enfant intérieur, on se fait souffrir et on fait souffrir les autres. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, en fait, on a souvent tendance à dire, tant qu'on n'est pas conscient de la richesse de nos émotions, c'est vraiment un allié et un assistant de vie, en fait, qui nous donne des directions, des messages. Tant qu'on n'est pas conscient de nos émotions, on va accuser la vie, Dieu s'il existe, j'ai pas de chance, c'est l'autre qui est méchant, les circonstances sont pourries, alors que en fait tout vient de nous et que si on accepte de les regarder et d'aller s'occuper des besoins du petit enfant qui n'ont pas pu être satisfaits quand on était enfant, et ben là ça change tout. Et du coup, non seulement nous on va beaucoup mieux, mais on n'attire plus non plus des personnes qui viennent nous appuyer là où ça fait mal, qui viennent faire comme les émotions ou la maladie, c'est-à-dire nous montrer ce qu'on n'arrive pas à voir. Moi, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à l'âge de, alors je sais pas, presque 50 ans, j'en ai 65 maintenant là, jusqu'à l'âge de 50 ans, je peux dire, j'étais régie par mes émotions, vraiment régie par mes émotions. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant parce que finalement, j'en prends conscience en t'en parlant là ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? À 49 ans, j'ai décidé que si c'était ça ma vie, ça valait pas la peine. Alors, à ce moment-là, j'occupais un poste de direction à la NPE. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais, on peut dire, une espèce de mon bâton de maréchal, tu vois. Moi qui étais une fille de ferme, là, j'avais un DESS de psycho, j'étais sur un poste de cadre dans une administration, je gagnais ma vie, j'habitais à La Rochelle. Mais je chialais, et je chialais tous les jours, tu vois. Et puis, ça n'allait pas. Et à un moment, j'ai dit stop.
il y a eu un moment, parce que j'avais des soucis j'ai commencé à avoir des soucis dans mon travail, j'avais tout qui allait mal, j'avais des fibromes, je saignais, j'étais déprimée, j'avais tout qui allait mal. Donc, il y avait et à un moment, c'était trop, tu vois. Et là, j'ai dit, OK, maintenant je me mets au service de mon âme. Je me mets au service de mon âme. Ça suffit, cette vie-là, où je suis au service de rien du tout. Je suis là en train de survivre, en train de manager des gens pour faire des choses que je désapprouve moi-même. Ça n'allait pas du tout, tu vois. J'étais en conflit de valeurs en permanence. J'étais sans arrêt. Et donc, à un moment, choc, tu vois, 49 ans. Je dis là, ça peut plus durer. Je me mets au service de mon âme. Et là, j'ai arrêté de pleurer. Tu vois, ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des émotions. Bien sûr, j'ai encore convoqué des situations, créé des situations où les émotions étaient là. Et il y en aura tout le temps. Parce que c'est ça qui me permet d'avancer aussi. Pas que. Pas que. C'est ça qui a changé. C'est qu'avant, il y avait que les émotions qui me faisaient avancer parce qu'elles étaient mon dictateur avec ma pensée. Et là, maintenant, il n'y a pas que les émotions et mes pensées qui me font avancer. Il y a le capitaine du navire qui s'est mis à la barre du bateau et qui a dit maintenant c'est moi qui décide en fonction de ce que je suis de toute éternité, en fonction de l'être spirituel que je suis. On va apprendre et je vais apprendre. Et là j'ai arrêté de pleurer tous les jours. Il y a Carole qui disait comment est-ce qu'on peut accueillir une émotion qui nous déborde avant de prendre la décision. Et pendant que tu commences à répondre, il y a une autre question qui a été posée du même ordre. Et je recherche comment c'était formulé parce que c'était intéressant. C'était alors Huguette qui disait c'est quand on a fait tout le processus d'identification donc de l'émotion, qu'on a reconnu le besoin, comment je suis traite ce besoin. Ouais. Comment est-il désactivé définitivement? Elle demande. Moi, je dirais alors, on oublie le mot définitivement. Hein, mais... Peut-être qu'à la place de désactiver, on pourrait dire le besoin est-il actualisé? Je ne sais pas. Pourriez-vous être satisfait. Pour moi, je vais parler d'un besoin satisfait. Et non pas nourri comme un certain courant le dit, parce que moi, nourrir un besoin, ça me plaît pas du tout, ça, parce que si je nourris mon besoin, il grandit. Hein, donc, moi, j'ai pas envie de le nourrir. Par contre, j'ai très envie de le satisfaire. Ouais, c'est intéressant comme nuance. Et alors, elle dit, pourriez-vous éventuellement donner un exemple d'une émotion de colère née d'un besoin de se sentir respectée? Et après, je ne sais pas ce qu'on en fait, elle dit Huguette. Alors, donc, besoin de se sentir respecté. La colère, en effet, c'est une émotion qui surgit dès lors que je rencontre une situation insatisfaisante dans laquelle je me sens impuissante. Donc, en fait, et donc le manque de respect, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire quelqu'un a pris une forme d'ascendant sur moi et ne respecte pas ce que je suis. Et moi, je suis impuissante face au dénigrement, à l'insulte, à la non-considération, etc. Comment je fais? Je suis en colère. Et c'est quoi la colère? C'est ce qui va me montrer que je suis puissante. Mais donc la colère, parce que c'est la traduction humaine de la puissance qui, elle, est spirituelle. C'est parce que quelqu'un qui est en colère, il impressionne son monde. Moi, j'ai vécu avec un père en colère et un frère en colère. Eh ben, ma mère me demandait de m'adapter totalement à mon père pour pas connaître sa colère. Parce que la colère, c'est du pouvoir et non pas de la puissance. Mais c'est la traduction vrillée de ce que je suis me donne pour être puissante. Et en fait, par exemple, là, en l'occurrence, quand je suis confrontée à une situation insatisfaisante, donc de non-respect de moi-même, où je suis impuissante, la première chose que je vais dire, d'abord, je vais le ressentir. Je suis en colère. Donc, je traduis tout de suite quelle est la situation, quelle est l'absence de puissance qui vient se dire à moi. Eh bien, je vérifie que c'est de la colère. Et là, je respire et je sens que justement, je suis me donne la puissance nécessaire pour pouvoir dire à la personne qui est en face de moi, là, lorsque tu parles comme ça, je ne me sens pas respectée. Mon besoin est d'être respectée si je veux une relation avec toi. Or, je désire une relation avec toi.
Je désire une relation avec toi. Et si je ne me sens pas respectée dans cette relation avec toi, eh bien, je ne vais pas pouvoir la continuer. Et ça me met en difficulté. Je vais être très triste de rompre une relation avec toi parce que je ne me sens pas respectée. Et pour que je me sente respectée, voilà ce dont j'ai besoin. Alors là, tu es dans la conscience, tu n'es pas dans l'émotion, parce que si tu es dans l'émotion, tu es dans la tristesse. Colère, non, colère. Si tu vis avec quelqu'un ou que tu es avec ton père qui abuse, qui se sert de sa colère pour prendre le pouvoir, dominer, alors déjà, donc faut arriver à être conscient de ce qui se passe et puis ensuite convoquer son je suis. Mais, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que dès que je ressens de la colère, il faut bien comprendre que ce qui va m'indiquer quelque chose, c'est la colère. Si je l'accueille, que je la reconnais, là, je suis en colère. Ça veut dire que je suis me donne de la puissance. Tu n'as même pas besoin de le. C'est déjà là. Tu comprends? Alors, j'ai un choix. Soit je manifeste cette colère. Je braille, je crie, tout ce que tu voudras. Je tape du pied, voire j'agresse. Ça, c'est la traduction humaine de la puissance que je suis me donne, la traduction vrillée. Ou bien, je respire, je sens la colère et je dis, OK, cette puissance qui me manque, elle est là. Est-ce que je l'utilise? Je décide de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Tu comprends? C'est soit je manifeste cette puissance en pouvoir humain, en gueulant, en agressant, soit j'accueille cette puissance et je l'utilise en maître. C'est je que je dois convoquer. Je se convoque lui-même et je suis a déjà fourni la puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu canalises parce que tu convoques je qui accepte d'être l'instrument de je suis. Exactement. Et il accepte d'être le Graal qui accueille la puissance de je suis et qui dit OK. Et l'exercice, il est quoi? Il est justement cette situation de colère, de non-respect, je l'ai convoqué pour m'affirmer en tant que je. C'est ça, c'est ça. Et le cadeau que je suis me fait, c'est qu'il me donne le moyen de le faire grâce à la colère qui m'indique que j'ai de la puissance à ma disposition. Donc, en fait, tu canalises l'énergie vitale qui a la caractéristique colère, enfin donc la puissance, l'affirmation de soi, tu la canalises délibérément. C'est-à-dire que ce mouvement ondulatoire dans mon corps, je ne le laisse pas devenir de l'agressivité, c'est parce que c'est physique. Tu comprends bien, c'est pas un truc, c'est pas pensé, c'est physique. Et donc je vais là, cette énergie qui circule dans mon corps, je vais la maîtriser, pas la contrôler. Non. La maîtriser. Dans le contrôle, elle va être inhibée. Dans la maîtrise, elle va être gérée dans l'instant présent. Tu vois, et elle va être utilisée à mon service et je vais constater que quand c'est à mon service, inspiré par je suis, c'est au service de l'autre qui est en face de moi aussi. Et ce qu'on a tous expérimenté, c'est que si tu te laisses emporter par ton énergie de colère, ça aussi c'est physique, si tu agresses, tu es agressé en retour, donc ça va vite mal tourner. Donc c'est bien de voir les choses comme tu les présentes là pour aller droit au but et justement apprendre à canaliser cette énergie. Et comme moi je vois aussi l'émotion comme un carburant quoi, pour agir, c'est l'énergie pour pouvoir agir. Si par exemple on parle de la peur et que j'ai besoin de poser une action pour vérifier par moi-même que ma peur était illusoire ou que c'est dans l'action que je transforme, que j'alchimise la peur, ben, l'énergie vient grâce à l'émotion. Absolument. Mais c'est ça, l'émotion, c'est déjà l'offrande de je suis. Tu te rends compte? Si on le voit comme ça, on va arrêter de l'esquiver, on va arrêter de la contourner. C'est pas seulement... Par contre, ça demande du courage. Ça demande du courage. Et c'est quoi le courage? C'est le courage d'être soi. Voilà. D'être d'être le capitaine de son navire. Et d'affirmer ce que nous sommes, d'affirmer notre je suis. Ouais. Donc l'émotion finalement c'est à la fois un signal et c'est aussi l'énergie pour avancer, pour faire ou comment dire, incarner ce qu'elle nous demande d'être quoi, d'être nous-mêmes. Exactement. En fait, l'émotion, c'est une opportunité pour affirmer son identité spirituelle, notre identité je suis, dans l'humanité. Dans l'humanité.
Et je vois par rapport à la peur, je vais prendre la question qui est de la personne précédente. oui, précédente, à propos de la peur. Que faire la personne disait qu'elle avait peur à cause d'une situation difficile d'un de ses enfants. Voilà, merci Élodie. Super, c'est pratique. Hein, merci Élodie. Donc une émotion de peur parce qu'un de mes enfants est en situation difficile. Alors là, ça c'est intéressant parce que quelqu'un posait la question du lien entre les émotions et la pensée. Et donc la première chose quand je ressens de la peur, le premier réflexe, quel est le danger? Parce que la peur est vraiment une émotion intéressante. Elle nous signale un danger. Donc la première chose à faire, c'est de traiter la question du danger. Parce que, imaginons, j'ai peur parce que je sens la fumée, ben oui, il y a peut-être le feu à la maison, donc c'est quand même important. Donc ça, c'est vraiment le côté pertinent de l'émotion. Donc ça, c'est la première chose, quel est le danger? S'il y a réellement un danger, je dois me mettre à l'abri du danger quand même. Là, la question, c'est un de ces enfants est en situation difficile. Alors, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du sentiment? Est-ce que c'est de l'inquiétude liée à un attachement? Est-ce que c'est une décentration de l'intérêt qui est porté sur l'autre au lieu d'être porté sur soi-même? Qu'est-ce que ça vient dire de la peur? Alors, donc, là, moi, je ne peux pas répondre comme ça. Il faut vraiment regarder quel est le danger. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que là, il y a une très grande probabilité, mais ça n'est qu'une probabilité, parce qu'il faudrait interviewer Marie-Madeleine sur sa situation. Il y a une forte probabilité que notre pensée soit intervenue ou que nos sentiments soient intervenus. Et qu'évidemment que les systèmes de la personnalité, pour moi, il y a 5 systèmes dans la personnalité, système cognitif, donc qui gère la pensée, le système sentimental, affectif, qui gère les sentiments, le système émotionnel qui gère les émotions, le système d'identification qui gère les identifications et le système d'appartenance qui gère nos désirs d'appartenir à des groupes sociaux ou des groupes familiaux. Donc là, les 5 systèmes, ils ne sont pas étanches. Ils travaillent en interaction les uns avec les autres. Et très souvent, par exemple, l'émotion de peur à cause d'un des enfants, il y a, à mon avis, interférence du système sentimental, du système affectif et du système cognitif, qui le petit vélo dans la tête, qui effectivement marche. Et donc là, l'émotion, elle va être assez difficile à traiter parce qu'il va falloir débroussailler et aller chercher. Oui, tu as peur qu'il soit malheureux, mais ça, moi j'appelle ça une projection. C'est ça. J'ai peur qu'il soit malheureux, mais j'ai peur de ne pas lui avoir donné suffisamment d'outils pour qu'il soit heureux dans sa vie. Donc j'ai peur, en fait, c'est parce que j'ai peur d'être une mauvaise mère. Donc en fait, ça, c'est plutôt un système d'identification qu'il faudra aller voir. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de répondre. Mais là, la peur, de mon point de vue, est un cache-misère pour autre chose qui est derrière. Et ça va être ça qui est intéressant à aller voir. Moi, je cherchais une autre question là que j'ai eue aujourd'hui, pareil, d'une maman qui s'inquiétait pour sa fille. Elle disait que sa fille contrôlait ses émotions toute la journée à la maternelle ou je ne sais pas où elle était à l'école, mais petite, et que le soir, elle était complètement déverrouillée et qu'elle lâchait sa colère, etc. Et elle voulait savoir que faire par rapport à ça. Et je lui disais que c'était des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre à l'occasion d'une conférence comme ça. Déjà parce qu'on ne connaît pas exactement la problématique de sa fille, mais qu'elle peut aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel en elle par rapport au comportement de sa fille. Déjà, peut-être se consulter pour elle ou s'interroger pour elle va soulager la problématique de sa petite fille, quelle qu'elle soit. Et après, n'oublions pas qu'on convoque tout autour de nous. Nous sommes l'être suprême. Nous sommes le grand metteur en scène de notre vie. On est celui qui écrit le scénario, celui qui le met en scène, celui qui le joue. Donc, faut jamais oublier qu'on n'arrête pas de faire des castings tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même nos enfants, ils font partie de notre casting, en fait. Hein. Donc, c'est de la physique, on co-crée en permanence dans l'énergie, quoi. Exactement, exactement. Et alors, j'en profite parce que tu as parlé là de différentes choses et je voulais que tu nous reprécises la différence entre émotion et sentiment. Oui, oui, merci de me poser la question parce que c'est important. Donc, l'émotion est toujours provoquée par un événement extérieur à nous.
Donc ça, c'est ça qui nous fait reconnaître que c'est une émotion. Et donc, les émotions, j'ai donné les 4 chefs de file des émotions. Elles se nuancent, elles se combinent un petit peu, mais il y a quand même, il y en a pas autant que ce qu'on voudrait croire. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas autant de besoins que ça. Donc, il y a 4 grands besoins, donc 4 grandes émotions. Et heureusement, parce que sinon, il faudrait avoir un bac plus 50, là, de je sais pas quoi pour gérer nos émotions. Non, c'est bien plus simple que ça. Donc, les 4 émotions, je les ai nommées tout à l'heure. Et donc, c'est toujours provoqué par un événement extérieur qui vient tout à coup ouvrir notre valise émotionnelle. Parce que c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un événement extérieur qui vient mettre du déséquilibre dans notre système et qui vient déclencher cette énergie qui se met à circuler dans le corps, qui vient accélérer le rythme cardiaque et vient accélérer la respiration. C'est physique. C'est totalement physique. Et en même temps, c'est psychologique. Mais ça, il y a une trace dans le corps. Le sentiment est tout à fait différent parce que le sentiment n'a pas besoin d'événements extérieurs. Et le sentiment, il est ce qui est de l'ordre de l'attraction et de la répulsion. C'est-à-dire ce qui m'attire irrémédiablement chez quelqu'un et ce qui me repousse. Et on va remarquer qu'il y a un certain profil de personnes qui vont attirer certains autres profils. Et ça, c'est probablement dans l'enfance, on a repéré les atomes avec lesquels on va accrocher les nôtres. Et donc, c'est ce qu'on appelle les atomes crochus. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette attirance et cette répulsion. Et en général, c'est un balancier. Ce qui nous attire aujourd'hui est exactement ce qui va nous agacer copieusement dans quelques mois en général. Hein. Donc c'est ça, le problème du sentiment, c'est ça. J'aime, je n'aime pas. Et avec le sentiment, il va y avoir des émotions. C'est-à-dire que plus j'aime, plus mes émotions vont être au taquet. C'est-à-dire que plus le sentiment va être fort, plus ça va ouvrir mon bagage émotionnel. Et là, il y a un lien entre les deux. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais le sentiment, je l'ai indépendamment de tout événement. Par exemple, si tu là amènes dans ta conscience quelqu'un que tu aimes, tu vas pouvoir ressentir le sentiment d'amour, d'affection, d'amitié pour cette personne, indépendamment d'un événement. Tandis que si je te dis aie peur, là, tu vas pas avoir peur comme ça. Alors que si je te dis, tiens, pense à ton meilleur ami, on va dire ça comme ça, eh ben, tu vas pouvoir ressentir, tu vois, cette chose agréable là qui se vit au niveau aussi peut-être de l'étage rythmique. On parle du cœur, hein, et qui va te donner une impression agréable parce que c'est de l'ordre du sentiment. Mais ce n'est pas lié à un événement extérieur. Donc, comment on peut faire un pont entre nos sentiments et nos émotions sans qu'il y ait de confusion, et est-ce que l'un va nous aider à identifier de quoi il s'agit, de mieux reconnaître ce qui est présent et ce qu'on a besoin de voir? Alors, je vais me faire des ennemis là, je pense que je vais me faire des ennemis. Bon. Allez, vas-y, j'adore ça. Donc le truc le plus violent, on va dire, c'est le sentiment amoureux. Donc le sentiment amoureux, mais ça c'est un bon exemple pour illustrer. Le sentiment amoureux, donc c'est un sentiment très fort, une très forte attraction pour une autre personne qui va nous donner envie de fusionner avec la personne. Alors là, si on a ça, c'est tout à fait clair que là, on va ouvrir en grand la valise émotionnelle. Parce que le sentiment amoureux est un rappel de la fusion in utero avec le placenta et avec la mère. Et donc, c'est-à-dire que le sentiment amoureux, c'est ce qui se déclenche quand on a la croyance qu'on va retrouver le paradis biologique qu'on avait dans le ventre de notre mère lorsqu'on était protégé, nourri en automatique, réchauffé et qu'on était porté sans avoir besoin de se responsabiliser. Donc ça, c'est vraiment le top niveau. Et donc là, quand on rencontre une personne avec laquelle on est comme ça viscéralement attiré, là, notre bagage émotionnel, il va être ouvert en grand parce qu'on tombe amoureux, et on dit bien tomber,
vibratoirement, on tombe. Par contre, on monte très fort dans l'astral. Alors, on a l'impression que là, on est vachement bien, on est rayonnant. Ah bah, c'est sûr, on est totalement perché dans l'astral. Et donc, évidemment, dans l'astral, qu'est-ce qu'on rencontre? Toutes nos émotions stockées depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir très, très peur. Quand on est amoureux, on va avoir très, très peur. Évidemment, on va le refouler beaucoup parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a quelque chose, donc on a peur de le perdre. On va être facilement impuissant face à tout ce qui nous arrive. Et donc, on va être en colère très souvent, mais on va le refouler encore plus. Et puis, on va être triste, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que pleurer sur un quai de la gare. Ça, c'est le quai de la gare, ça, c'est le sentiment amoureux pour moi. Donc, ça les amuse, mes amis, parce qu'ils connaissent mon truc. Parce que et puis, l'euphorie, c'est l'émotion qui va dominer en permanence, l'euphorie. Elle va cacher toutes les autres. Alors là, mon bagage émotionnel, il est ouvert en grand. Et donc, c'est ça. Et donc, pourquoi on tombe amoureux? Pour ouvrir le bagage émotionnel. C'est ça qui est génial. C'est fait exprès. Parce qu'il faut bien l'ouvrir, ce bagage émotionnel. Et c'est pour ça qu'au bout de, allez, combien je vais donner? 6 mois de sentiments amoureux, des fois c'est moins. Mais au bout de... normalement, au bout de 2 jours, déjà, ça commence à se voir. Mais on ne le voit pas. On insiste dans l'euphorie, donc on ne voit pas. Mais donc, au bout de quelques jours, quelques mois au mieux, le sentiment, justement, il commence à faire mal. Toutes les émotions commencent à apparaître en vrai. Il n'y a plus l'euphorie et toutes les émotions apparaissent en vrai. Parce que le sentiment amoureux décroît et que commence à arriver la répulsion. Justement, on n'est plus attiré. Alors, quand même, la bonne nouvelle, c'est par rapport à la relation, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que là, enfin, va pouvoir se construire l'amour, va pouvoir venir l'amour. C'est-à-dire vraiment cet état où je décide de vivre une relation avec l'autre en reconnaissant sa divinité et en reconnaissant ma divinité. Ah, Kayla, super, elle a pleuré sur le quai de la gare avec le chocolat. C'est une copine à moi, Kayla. Merci. Alors, avant d'en arriver là, de vivre avec, deux je suis ensemble, comment, parce que ça va venir dans les questions. Merci, il y a plein de questions super intéressantes, mais ça va trop vite. Comment faire pour, il y a quelqu'un qui a dit juste avant, comment se défaire du sentiment amoureux, enfin, comment tu arrives au fait de pouvoir vivre deux je suis ensemble, s'il y en a un qui est conscient et pas l'autre, enfin, tu vois, ça pourrait être l'objet d'une autre émission tout entière. Oui, on va faire ça sur une autre émission et je vais réviser un peu et essayer de le dire doucement et puis en sachant que moi, je suis pas un bon exemple. Parce que je n'ai pas réussi. Je pourrais dire comment j'ai solutionné le problème, moi. Hein. C'est que moi, je veux plus vas-y, il y a une question là-dessus aussi. C'est-à-dire, il peut m'arriver encore d'avoir des élans amoureux, mais ça me donne la nausée. C'est génial, parce que franchement, maintenant, c'est physique. C'est-à-dire, physiquement, quand je sens l'élan amoureux arriver, ça me donne envie de vomir, figure-toi. Et c'est génial, parce que j'ai arrêté de vouloir l'être. Parce que le problème, combien de gens disent « Ah, mais c'est quand même bien. Ah, ben c'est quand même bien les papillons dans le ventre et tout le tralala, là. Et l'euphorie, c'est vachement bien. » Mais moi, non, plus du tout. Et c'est ça, j'ai décidé. Et ça arrive de temps en temps, une attirance pour quelqu'un. Et là, je sens, j'ai envie de vomir. Donc, c'est facile, en fait, parce que j'aime pas avoir envie de vomir. Et là, je me dis « Ok, Marie-Odile, là, t'es tombée dans le panneau. T'as juste l'espoir que l'autre en face, là, il va te porter, te sécuriser, il va te reconnaître, il va te dire que tu es bonne, que tu es meilleure que tout le monde, que tu es géniale et que tu es la personne qui est le centre de son attention. Eh ben oui, sauf que Marie-Odile, elle se souvient que si elle est le centre de l'attention de Tartampion aujourd'hui, demain, elle sera le centre de sa détestation. Et qu'à ce moment-là, elle aura que ses beaux yeux pour pleurer et qu'il vaut mieux qu'elle se responsabilise par elle-même et que je demande à je suis de me donner la conscience que je suis quelqu'un d'intéressant.
Tu vois? C'est juste ça, en fait. Mais Et est-ce que tu peux pas ou est-ce que tu pourrais pas aujourd'hui, vivre, ton «je suis» comme tu le vis, enfin, c'est la formulation me déplaît, mais être, je suis que tu es, tout en choisissant de vivre avec, quelqu'un qui vit avec son «je suis» et qui le reconnaît et enfin, tu vois? Que c'est pas une relation de dans le manque, c'est dans une relation, oui, dans la plénitude, quoi. ouais. Et Ça, en théorie, comment tu je reconnais eh, ce Coralie, je vais te dire, je l'ai vécu en théorie plusieurs fois et je me suis menti à chaque fois. Juste, c'est tout ce que je peux te d'accord. dire. Je me suis menti, j'ai cru, mais à chaque fois, parce que je crois que pour l'instant, pour entrer en relation avec quelqu'un, mais même un ami, hein, même une amie, au fond, pour entrer en relation avec quelqu'un, il faut avoir cette attraction et il faut avoir un peu d'aveuglement parce que sinon je ne peux pas m'engager. Alors je parle de relations intimes en particulier parce que dans l'amitié, ça va être vrai aussi, mais ce sera beaucoup plus facile à gérer parce que par exemple, tu vois, nous on se connaît pas beaucoup, mais on peut dire qu'on est en train de construire une relation amicale, toi et moi. Mais je suis pas en train de projeter sur toi que tu vas me porter, que tu vas me sécuriser, que tu vas me nourrir, que tu vas me mettre au centre de ta vie. Parce qu'effectivement, je vois bien qu'on a un projet ensemble. Alors, ça, c'est la clé. Quel projet j'ai avec la personne? Et c'est vrai que pour me mettre en projet avec quelqu'un, en projet spirituel avec quelqu'un, il faut quand même que je m'engage avec la personne. Il le faut. Il le faut. Qu'est-ce qu'elle dit, Myriam? Mariam, elle dit, avec ce que tu viens de dire, je me sens plus bizarre alors que je suis normale et très bien avec moi-même. Élodie, est-ce que tu peux nous remettre aussi ce que Omnior a dit avant parce que j'ai pas eu le temps de l'épanouissement. L'épanouissement de la relation d'amour consiste à transformer cette chute en ascension. Yes! C'est beau ça, Omnior. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je me suis vautrée à chaque fois. Donc, je le dis, hein, donc je suis pas la bonne personne. Mais j'ai demandé à Je suis, j'ai dit, écoute, libère-moi de ce genre d'expérience, parce que j'en ai quand même eu pas mal. Mais si tu veux vraiment, je suis d'accord pour y aller. Voilà. Mais il faut vraiment que tu insistes. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit à Je suis. Parce que bon, ce que j'ai pas dit là, parce qu'on parle des émotions, parce qu'il y a un autre problème quand même avec ça, c'est la sexualité. Hein. Ah Alors bah, là, ça pour chuter, c'est bien aussi. Donc, et bien sûr, moi aussi, je me suis joué du violon avec le truc tantrique, la sexualité consciente, sacrée et tout le tralala. Sauf que bon, non, moi je vais dire comme ça de près. Hein. Moi, j'étais tellement contente d'entendre ça de près me dire. Moi, j'ai essayé, mais j'ai beau dire, j'ai beau faire, à chaque fois, la sexualité, ça m'a ramené dans ma génitalité, ça m'a ramené dans mon animalité et ça m'a ramené dans l'enfant blessé. Et moi, moi aussi. Moi aussi. Et Satprem, il a dit à un moment, la sexualité m'a quitté. Et moi aussi, j'étais jalouse d'entendre cette phrase de Satprem, parce que j'aurais voulu la dire moi-même. Parce qu'effectivement, oui, la sexualité, il n'y a pas à dire. Ça nous ramène à quelque chose d'archaïque en nous et au corps animal. Et là-dessus, oui, je suis mais navrée de le dire. si c'est en Mais, conscience et que c'est comme, c'est choisi quoi, tu vois ce qui se passe, mais tu mais es dans la vie, moi, tu es dans ton corps. oui, j'entendais Virginie l'autre jour parler avec toi justement dans une émission que vous avez faite sur la sexualité et je me dis ah sûrement que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais moi je sais pas faire. C'est juste que moi je dois être une tanche à ce niveau-là parce que je ne sais pas faire. Mais c'est pas grave parce que je suis vachement bien moi avec ça maintenant. Hein. Donc Mmh. et la sensualité, oui, pourquoi pas. Mais attention parce que moi j'ai vécu l'expérience d'une prise de pouvoir de mon corps éthérique sur mon corps physique aussi. C'est-à-dire que je parlais de ça avec Didier ce matin justement. On en parlait. À un moment, le corps éthérique, le corps végétatif, ce qu'il veut, c'est proliférer. Donc quand il commence à vouloir m'amener vers la sexualité, c'est très difficile d'arrêter ça parce qu'il y a une vraie prise de pouvoir du corps éthérique sur le corps physique à un moment. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Mais attention, je ne mets pas de morale là-dessus. Moi, je me dépatouille de ma vie comme je peux. Hein. Donc, sur ces sujets-là, c'est délicat. Qu'est-ce que tu entends par le corps éthérique prend le dessus sur le corps physique? Je comprends pas ce que ça veut dire exactement. Le corps éthérique, c'est le corps d'énergie, le corps vital. Oui. Si tu veux,
si tu veux avoir une idée de ce qu'est le corps éthérique, tu regardes mon jardin à cette saison-là. C'est-à-dire, ça pousse de partout, ça veut se reproduire dans tous les sens, ça pousse, ça pousse. C'est ce qu'on appelle tu vois, le processus végétatif, tu vois. Et ben, c'est ça le corps éthérique. Tu vois, D'accord. vraiment, si on veut avoir une idée, la forêt, la jungle, c'est ça le corps éthérique. On a vraiment une idée de ce qu'est le corps éthérique. Mais ça s'empare de nous parfois. Et là, ça veut de la sexualité, ça, parce que Ah, d'accord. ça mémorise qu'il faut se reproduire, tu vois. Ça se reproduit, Ok. ce foisonnement là, tu vois. Et là, ça va donner du désir sexuel, ça, tu vois. Ouais. Mais c'est pas du désir sexuel rempli de je suis. C'est du désir sexuel managé par le corps éthérique, tu vois. J'ai Hmm. l'impression que je parle beaucoup là. Non, non, non. Mais enfin, comment tu vois la relation entre Mère et Sri Aurobindo, parce qu'ils étaient un couple, même s'il n'y a pas ce que tu dis, je ne sais pas s'il y avait de la sexualité ou pas, je crois qu'ils vivaient même pas dans la même maison, mais c'est quoi pour toi ce genre de relation? Il y a quelqu'un qui a dit je suis pas amoureuse, enfin bon, je te laisse répondre, on va pas mélanger. Mais en fait, eux, c'est un duo spirituel, en fait, hein, c'est un partenariat spirituel. Alors, je leur ai posé la question de la sexualité, hein. Il y a eu effectivement un moment, je leur ai posé la question en canalisation. Et ce qui était dit, c'est qu'effectivement, il y a eu un moment une attirance, parce que je crois que c'est inévitable dans la construction de la relation. Et il y a eu constat que ça n'était pas un registre pertinent pour le projet spirituel qu'ils avaient l'un avec l'autre. Et donc, moi, par exemple, je vis des duos spirituels avec des hommes et des femmes d'ailleurs, parce que ils sont connus, parce qu'on vit ensemble, on peut dire c'est un duo spirituel, mais il y a parfois plus d'intimité. Par exemple, ce que je vis avec David, avec Elodie, où on fait des choses ensemble, on voyage ensemble, on fait des émissions ensemble. Ce sont des duos publics, on va dire, hein, et il y a une sorte d'intimité avec Elodie, puisqu'on on va elle vient avec moi sur tous les séminaires. Bon, on s'est retrouvés dans la même chambre, on se retrouve souvent dans la même chambre. On peut dire, il y a une intimité physique qui a pas du sexe, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de sexualité, mais il y a une intimité de fait. Et donc, c'est possible. Et bien sûr que nous avons des atomes crochus pour pouvoir faire tant de choses ensemble. Il faut avoir de la capacité à s'accorder. C'est la même chose avec David, c'est la même chose avec d'autres personnes. Mais ça, c'est du partenariat avec une vocation spirituelle. Mais il n'y a pas d'érotisme, en fait. Hein, c'est ça. Et donc, pas de sexualité. Jusqu'à ce jour. Je confirme. Mais il y a plein de couples qui restent ensemble, non pas pour des raisons que financières et autres, mais qui trouvent, comment dire, un accord et une fréquence qui leur permet de continuer à grandir, à évoluer, tout en restant ensemble et où il n'y a plus de sexualité. Enfin, c'est le cas dans la majorité, je pense, des couples qui vieillissent ensemble. Et puis même des plus jeunes. La sexualité, oui, les plus jeunes aussi, mais la sexualité se traduit plus par de la tendresse, peut-être de la sensualité, et il y a d'autres formes, quoi. Puis moi si tu veux, ce qui est enfin, je voudrais vraiment être entendue là-dessus. Moi, je mets pas de problème moral dessus, si tu veux. C'est pas que c'est pas ni bien ni mal, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce que ça stimule en nous dans la conscience, qu'est-ce que ça stimule en nous dans le corps, qu'est-ce que ça stimule en nous dans le bagage émotionnel, dans le registre sentimental, dans les pensées, c'est ça. Et si ça marche, il faut surtout rien changer. Par contre, s'il y a un peu de rugosité, ça vaut la peine de se poser la question et puis de le faire vraiment. Hein. Et est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça me fait baisser en vibration en fait, hein. Il y a quelqu'un qui a parlé de la Kundalini. Ce n'était pas une question, mais je sais que moi, dans les expériences que j'ai faites justement au niveau du Tantra, ça m'a permis d'expérimenter autrement mon énergie vitale et de ressentir ce que je peux ressentir dans tes guidances autrement à l'intérieur de moi et autrement à deux aussi. Donc ça, c'est intéressant en termes de prise de conscience et d'expérience. Parce qu'il y a un truc qui est immense et qui est beaucoup plus vaste, qui est intéressant à explorer, à vivre, quoi, tu vois, tout simplement. Absolument. Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis accro ou que, voilà, moi je le vois juste comme une expérience. Moi
le jour où mon canal s'est ouvert, j'ai eu une montée de Kundalini très très forte, hein, c'était en 2006, et ça s'est traduit par un désir sexuel très fort aussi. Donc c'est intimement lié. Bien sûr que ce désir sexuel, c'était une traduction humaine de cette énergie qui venait là, et que je contrôlais rien, je maîtrisais rien, tu vois. Et donc bien sûr qu'il y a un lien très étroit. Aujourd'hui, je sens que la Kundalini peut vivre à l'intérieur de moi sans que ça se traduise par une manifestation sexuelle. Et c'est simplement ça la différence. Mais parfois, ça peut ressembler. C'est-à-dire que j'ai eu parfois des sensations qui partaient de la zone pelvienne pour monter effectivement un peu plus haut dans le corps. Donc, mais tout est possible. Tout est possible. Oui, c'est ça. Et en fait, la sexualité, quand elle est alliée au spirituel, peut devenir simplement un support pour découvrir la maîtrise de soi. Oui. Ça Ce dépend qui de... compte, ce qui compte, c'est que notre vie soit à notre convenance et qu'elle soit à la convenance du maître que nous sommes. Moi, je demande rien à quiconque par rapport à ça. Bien entendu, mais juste, il faut savoir que les actes que je pose, j'en ai la responsabilité pendant et après. Et que donc, bien sûr, pour moi-même. Et est-ce que ça correspond à la priorité que je me suis donnée dans ma vie? C'est ça la question. Moi, par exemple, mon projet de vie, c'est l'unification de je avec je suis. C'est d'être en offrande à l'arrivée de la nouvelle espèce humaine sur la Terre. Donc, si je m'occupe de ça et qu'en même temps, j'ai une sexualité qui ne me satisfait pas, ben ça, c'est pas compatible. Mais imaginons que j'ai une sexualité qui me satisfasse, après tout, peut-être que ça pourrait être compatible. J'y crois pas parce que le corps physique, enfin, le corps physique dense est amené à changer. Donc, il faut bien se détacher de cette animalité. Je voudrais bien dire le contraire pour qu'on m'aime et qu'on me dise, ouais, super, Mario Dill, elle nous chante la sexualité sacrée. Ben non, je vais pas chanter ça. Moi, je dis que le corps physique, il faut se désidentifier du corps physique tout en l'aimant magnifiquement, pas en reconnaissant la divinité qu'il est, même pas qu'il contient, mais qu'il est. Ouais. Ben là, la frontière, elle est mince parce que se désidentifier et en même temps ressentir je suis dans chacune de mes cellules, là, il y a... faut C'est bien une regarder. acrobatie. C'est une acrobatie. Mais c'est pour ça qu'on est aidé. On est vraiment tellement aidé pour tout ça en ce moment. Vraiment aidé. Le sujet, enfin l'expérience par la sexualité, c'est intéressant parce que le corps ne ment pas non plus. Donc, en fait, tu as des réponses très vite. Tu n'es pas dans le mental dans la sexualité. Donc, oui. C'est un support intéressant. Voilà. Mais moi, la sexualité a été vraiment, je veux dire, très importante dans mes expériences de vie pour prendre conscience de moi-même, pour m'affirmer, pour connaître l'énergie dans mon corps. Alors, c'est pour ça que j'ai sûrement pas de jugement moral là-dessus, vu ce que j'ai choisi de vivre, autant en abstinence involontaire qu'en compulsion dans ce domaine. J'ai tout expérimenté, donc je vais pas cracher dans la soupe. Je sais à quel point ça a aidé la Kundalini à monter. Je sais à quel point ça a réveillé mes cellules et ça m'a appris à vivre dans mon corps alors que je vivais à côté de mon corps. Donc c'est très important. Je vais pas cracher dans la soupe, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas une fin en soi. C'est à la fois une expérience et un support pour se découvrir soi-même. Mais Absolument. je comprends tout à fait ton choix d'aujourd'hui et où tu mets tes priorités. Ouais. Alors, il y a eu plein de questions. Il y en a une qui parlait d'hypersensibilité. Est-ce que ça vient du refoulement de nos émotions? Alors ça, je pense que l'hypersensibilité, bon alors c'est plutôt dans le tempérament, on va dire, hein. Quand on fabrique notre personnalité, lorsqu'on choisit de s'incarner, quand je suis et façonne le je et que le couple je suis décide de l'être humain que nous allons être, on choisit notre personnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on va se promener dans le monde astral, on va tisser notre personnalité et après on va choisir la famille dans laquelle on arrive et qui va nous donner un tempérament. Et ça, c'est en fonction de notre dharma.
en fait. C'est en fonction du projet d'évolution spirituelle que nous nous proposons de mener sur la Terre. Et donc, notre hypersensibilité, eh bien, on va en avoir besoin probablement pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses, capter les énergies. Là, j'étais ce week-end dans un séminaire que j'animais là dans la région de Bourges, et il y avait des jeunes personnes qui étaient là, hypersensibles. Hein. Alors, il y avait une électrosensible et une femme un peu plus mûre qui était électrosensible. Il y avait 2 jeunes hommes qui étaient visiblement des hypersensibles, mais on va dire plutôt hyper empathiques. C'est-à-dire qui sont en capacité de capter avec beaucoup de force les émotions, les sentiments, les énergies qui sont autour d'eux. Et ça, c'est un atout qu'on se donne pour vivre sur la Terre, mais qui, au début de la vie, est un handicap parce que c'est très encombrant, parce que c'est beaucoup d'informations subtiles à traiter sans avoir les moyens de le faire. Mais ça, moi, par exemple, je dirais que je suis une vieille indigo, c'est-à-dire une qui est venue en avance pour préparer le terrain pour que les jeunes... Ça fait éternuer Élodie, donc ça lui met de la pression. Donc, oui, donc je suis venue pour préparer un peu le terrain pour que les indigos, les enfants cristal d'aujourd'hui, quand ils arrivent, je puisse leur dire « Oh, dis donc, toi, je te reconnais là, je sais comment tu marches et je peux t'expliquer 2-3 trucs sur la manière dont tu peux vivre ta vie. » C'est un peu ça ma mission à moi. Et donc, mais il faut qu'ils attendent le moment où ils vont rencontrer une vieille comme moi là et qui va leur expliquer un peu les trucs de comment ça marche. Tu vois, et cette hypersensibilité, à ce moment-là, va devenir un atout. Parce que là, la personne, par exemple, là, je pense aux 2 jeunes là, que j'ai vus, jeunes, ils avaient 40 ans, hein, mais bon, il y en a un, par exemple, tout de suite, j'ai vu que sa capacité à aider à la guérison des autres, un autre à faire des œuvres d'art, il y en a un, c'est celui qui a fait le tableau ici, là. C'est magnifique. À un moment, ça devient un atout. Mais il faut apprendre à vivre tout un moment quand c'est un handicap. Et puis après, ça va devenir un atout dès lors qu'on va savoir les utiliser et les mettre dans notre jeu de cartes pour jouer avec pendant notre vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis en pleine forme. Oui, moi, j'ai complètement compris ta réponse. Et justement, le travail sur les émotions, l'identification des émotions, apprendre à écouter leurs messages et se connecter avec je suis, c'est encore plus accessible pour les hypersensibles, quoi. Oui. Et puis, par exemple, je pense à une autre personne, un jeune homme là que j'ai reçu à la maison, brillantissime, magnifique, etc. Et puis lui, alors là, c'est multitâche, tu sais. Il a des centres d'intérêt, un peu comme David, mon frère David là qui est à côté là. Donc, tu vois, c'est des personnes, c'est des intellects hyper puissants. Il faut sans arrêt qu'ils soient alimentés intellectuellement. Et dans toute leur vie, on leur a dit arrête de te disperser. T'en fais trop, calme-toi. Et moi, évidemment, quand je vois cela, je dis non, vas-y, fonce, fais une thèse sur chaque chose que tu rencontres et qui te passionne. Et là, il dit ah ouais, je peux faire ça. Mais j'ai dit oui, vas-y, fonce, accumule du savoir, vas-y, cherche, entreprends des choses. Mais oui, parce que faut surtout pas les brider, tu vois. Il faut au contraire, ils sont passionnants. Et bien sûr, il faut accepter de discuter avec eux de façon non linéaire. C'est-à-dire, il faut sans arrêt y aller en étoile, tu vois, c'est-à-dire tac, un sujet et un autre, et tac, tac. Mais moi, ça me passionne. Ça me passionne. Et évidemment, un jour ou l'autre, ils rencontrent quelqu'un qui est passionné comme moi pour les entendre parler de tout ça, tu vois. Ça vient. À un moment, ça vient. Ouais. Je cherchais encore une question qui était en lien. Oui, c'est Anne aussi qui disait, on a un peu fait mais par rapport à ce qu'on disait sur le corps-esprit et le lien avec les émotions, quelle place est faite dans ce processus aux émotions? Elle dit avant, dans le déploiement de son corps-esprit, je suppose la conscience et l'incarnation de son corps-esprit, c'était en parallèle avec ce qui s'est passé hier soir, ce qu'on a vécu hier soir. Ouais. Et elle demande si vraiment
Si dans ce vraiment je suis processus. consciente, si je suis consciente de je suis corps, du corps-esprit, ben déjà, les émotions, je vais presque plus en avoir, tu comprends? Parce que c'est parce que justement, j'ignore que mon corps est esprit, j'ignore que ma personnalité a je suis qui veut fournir en permanence des présents, des cadeaux, c'est pour ça que j'éprouve du manque. Parce qu'en réalité, de manque, il n'y a pas. C'est vraiment dans l'Exode, c'est le moment où Moïse montre à son peuple qu'il y a la manne. Et la manne, elle est donnée chaque jour, tu vois. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, on a ça. Et nous, on peut dire qu'on a une manne permanente. L'abondance est là en permanence, tu vois. Mais sauf que, comme on est formaté sur le manque, on crée des situations où on croit vivre le manque. Alors, bien sûr que dans le corps-esprit, je ne vais plus vivre le manque. Et je ne vais plus vivre la maladie. Mais et qu'est-ce qui fait que mon corps est esprit? La conscience que j'ai de ça. C'est la conscience que j'ai de l'esprit qu'est mon corps qui va permettre à l'esprit de se révéler. Parce que l'esprit est là, il est en prison dans le noyau des cellules, il est vraiment en cellule, dans la geôle. Et il me faut le libérer en le reconnaissant. En le reconnaissant dans mes cellules, l'esprit peut jaillir et s'offrir et se métaboliser, se métaboliser. Et c'est ça les guérisons qu'on va faire, qu'on est en train de mettre en place en fait. Hein. On est en train de mettre l'esprit qui est présent dans le corps. Et alors voilà, en fait, là, elle parle de processus et on voit que pour beaucoup, on a besoin de temps pour tourner notre conscience encore et encore vers ça, pour en faire quelque chose de permanent. Et elle dit dans cette perspective, quel rôle pour ces émotions dans le jeu de détricotage de l'ego et du mental? Parce que c'est un chemin qui peut être parallèle. Alors, l'ego, pour moi, ça a une définition très précise, l'ego. Parce que je me fâche à chaque fois que j'entends parler de l'ego et que des fois c'est le mental, des fois c'est la personnalité. Non, soyons précis. Ce que moi j'appelle l'ego, c'est le système d'identification. C'est-à-dire ce à quoi je m'identifie dans ma vie humaine et qui est autre chose que je suis. C'est-à-dire, lorsque je dis je suis qui est autre chose que je suis, alors j'active mon système d'identification humaine, donc on peut dire que j'active mon ego. Et pourquoi je dis pas ego en général? C'est parce que je refuse la connotation négative qu'on donne à l'ego. Nous avons besoin d'un système d'identification. Et donc, c'est impératif d'avoir un système d'identification. Mais par contre, il faut savoir que c'est une identification et que c'est temporaire, éphémère et non pas permanent. Et c'est donc pas constitutif de notre véritable identité qui, elle, est spirituelle. Je suis ce que je suis. Donc, comment se défaire de l'ego? Eh bien, c'est en se souvenant que, par exemple, je pouvais dire à un moment, je suis directrice d'une ANPE. Pas du tout. J'occupe la fonction de directrice de l'ANPE. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ou bien, je manage une équipe de conseillers d'ANPE. C'est-à-dire que, tu vois, je ne suis pas, mais j'occupe la fonction ou je fais. Tu vois, et par exemple, je ne suis pas une mère. Il se trouve que j'ai eu à accueillir des enfants dans ma vie pour qu'ils deviennent des humains. Mais je ne suis pas une mère. La preuve, je ne le suis plus. Tu vois? Donc, puisqu'ils sont partis, à un moment, ça s'arrête. Mais je dirais même, je ne suis pas une femme. Je suis ce que je suis, manifestée dans un corps de femme. Tu vois? Et ça, c'est vraiment quand je fais ça, là, je détricote l'ego. Donc, il y avait quelque chose avec les émotions. Ben oui, c'est comment les émotions t'aident dans le processus de prise de conscience de ce qu'est l'ego et de ce que tu es toi. Exactement. Et plus je suis consciente que je ne suis pas les rôles et les fonctions humaines, moins les émotions viennent m'impacter dans ma vie et moins les sentiments viennent me titiller, bien sûr. Et moins tu as d'émotions et plus tu es dans un état d'être, de plénitude. On revient Et de à ça. maîtrise. Voilà, voilà, c'est ça. Et moi, je me demandais si un parent qui est, enfin, même sans être totalement réalisé, mais qui est très, très, très conscient, est-ce que dans la relation avec l'enfant, il peut justement lui
euh, pas lui éviter, mais faire que l'enfant ressente moins de manque et que l'enfant puisse capter qu'il a en lui, il est la source de ses besoins. Même si enfant, il est vulnérable, même s'il a besoin que sa mère le nourrisse, etc., etc. Est-ce que dans le, comment dire, ouais, la conscience, ça peut passer de conscience à conscience, que tu es la source et que un jour tu vas savoir par toi-même et que même très tôt, tu vas pouvoir le faire par toi-même. Mm. Alors, moi je connais un petit garçon, donc Ellie, hein, parce que je l'ai beaucoup, je veux dire, j'ai beaucoup suivi et sa vie, sa naissance, etc. Et j'occupe la fonction de marraine avec lui. Et Ellie, ses parents lui ont parlé du je suis de façon magnifique, de ses émotions, etc. Et l'autre jour, pour la première fois, il était à un séminaire à côté de moi et il a été hyper inspiré pour répondre aux participants qui parlaient de leurs émotions. Et c'est Ellie qui a 6 ans et demi à expliquer comment mobiliser son je suis pour répondre à ses besoins quand on a une émotion. Donc oui, 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 c'est possible quand des parents donnent le vocabulaire, etc., à un enfant, que l'enfant sache très très bien comment faire. Cependant, Cependant, ça n'évite pas qu'un enfant soit un enfant et qu'un enfant ait des difficultés pour vivre, parce qu'il va quand même avoir des émotions, il va quand même avoir des sentiments, parce que l'enfant, il est là pour s'humaniser. Pour l'instant, en tout cas, il est là pour s'humaniser. Donc, même si les parents donnent des clés, et c'est incontestablement l'enfant sait intégrer ces clés et sait s'en servir, il n'en reste pas moins qu'il va quand même vivre des situations difficiles pour lui-même, pour les autres et pour ses parents. Mais par contre, il va avoir des clés que la plupart des enfants qui sont devant des dessins animés toute la journée ne vont pas avoir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ouais, c'est. Est-ce que tu penses, parce que en fait pour moi les émotions, les quatre dont on parle, c'est-à-dire la tristesse, la peur, la colère et l'euphorie, qui sont liées donc à ces manques par rapport à nos besoins profonds, c'est là depuis des siècles et je me demande si c'est pas là depuis qu'on est dans un processus d'involution. Et, Absolument. et donc, comment est-ce qu'on va sortir de ça et à quel moment les nouveaux enfants qui arrivent là n'auront plus besoin de s'humaniser, entre guillemets, pour comprendre à quoi on joue et comment on fonctionne ici? Ça s'arrête quand? Quand est-ce qu'on... L'unification, c'est clair. L'unification. Moi, alors là, Coralie, là, c'est mon dada ce que tu me dis là, puisque toute cette involution a été créée par nous pour l'évolution. Et c'est quoi l'évolution? C'est l'unification. C'est-à-dire, c'est le centre de la croix, la rencontre parfaite entre l'esprit et la matière, la rencontre parfaite entre le divin et l'humain, l'unification vers laquelle nous allons, homme, esprit unifié. Et à partir de là, lorsque nous parvenons à ce moment de l'unification, nous pouvons voir qu'il n'y a plus d'émotion, qu'il n'y a plus de manque. À ce moment-là, on est dans un état. Et c'est ça la différence entre une émotion et un état. On peut essayer de le voir là. Peut-être on peut le Ouais, porter là, même allez. si ça fait 1 heure et demie qu'on est à l'antenne, on peut le faire. Allez, allons-y. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est que nous mettions notre conscience disponible à la présence je suis. C'est-à-dire on active la conscience de je suis en nous. Et donc là, petit à petit, se dégage naturellement avec la décision de focaliser sur la présence je suis, on va constater que toutes les informations qu'on vient de partager, elles s'atténuent, elles s'assourdissent. Elles sont là, mais elles ne sont plus actives. Elles n'occupent plus vraiment de place dans notre conscience. Et là, je ressens des vibrations dans mon corps. Et là, je ressens la plénitude, la complétude. Je ressens peut-être même un état de joie, c'est-à-dire la sensation que l'instant présent est parfait.
Je me sens reliée à tout ce qui m'entoure. Il n'y a plus aucune hostilité, mais au contraire, une sensation amicale avec l'air dans lequel je suis plongée, avec l'atmosphère qui m'entoure. Et en ce qui me concerne, il y a 3 personnes avec moi dans la même pièce et je sens leur présence amicale, bienfaisante. Cette présence ajoute à ma propre complétude. Et là, il y a un instant présent qui se suffit à lui-même, qui est complet, qui est parfait. Et là, ça, c'est un état où tout est comblé. Il n'y a plus aucun besoin. Ça vibre partout dans mon corps, je sens l'onde divine qui circule à l'intérieur de moi, et même je sens la sécrétion du supramental à l'endroit de ma glande pinéale. Et je sens aussi toute l'assemblée, toutes les personnes qui sont là réunies, et je sens une joie qui s'intensifie de ce lien qui m'unit à tous ceux qui, comme nous ici, se reconnaissent dans leur plénitude, dans la présence je suis. Et je sens ma fréquence qui s'élève. Et je sens ma boîte crânienne qui s'ouvre totalement. Mon corps peut s'expanser. Et dans cet état, je suis ce que je suis. Je me sens de la même substance que le cosmos tout entier. Je suis de la même substance que tout ce qui m'entoure. Il y a une information commune en moi et autour de moi. Et pourtant, je reste dans la conscience que je suis un être unique, porteuse d'une information spécifique dont j'ai la responsabilité. Et je peux voir autour de moi un nombre incalculable d'êtres qui sont eux aussi singuliers, uniques, et qui ont la responsabilité d'une information et qui sont de la même substance que moi. Et là, je vois que nous pouvons offrir ce moment à l'humanité tout entière, que nous sommes un soleil qui irradie sa lumière qui donne sa chaleur bienfaisante et que l'humanité tout entière peut nous accueillir, nous recevoir et se nourrir de ce que nous sommes. Et là, nous sommes dans un état. Ça, c'est un état. Voilà. Un état de perfection dans l'instant présent, de plénitude, de complétude, de totalité. Et là, on peut constater, si vraiment sincèrement nous sommes dans cet état, il n'y a plus de manque, donc plus d'émotion. Une joie, Oui. mais une joie calme. Une joie... C'est pas exubérant, hein. C'est discret. Mais ça pétille quand même. Hein. Absolument.
C'est un champagne très doux. Mmh. Mmh. Alors pas de sexualité, mais du champagne pour le mot de la fin. C'est ça, exactement. Oh, super, hein? Mmh. Bon, chouette. Bon, bah, on a fait un marathon là, non? Oui, mais on peut faire plus, hein, parce que moi, il y a tellement de choses encore et vraiment, il y a eu des super questions et je suis frustrée de pas avoir qu'on n'ait pas pu en parler. Mmh. Mmh. Ouais, On va revenir en arrière et les regarder, voilà. Et Pierre, c'est intéressant ce qu'il dit. Tiens, regarde. Quand tu as dit que nous sommes de la même substance, ça m'a enlevé de la tristesse. Ben oui, ouais, très intéressant, ouais. Mmh. Mmh. Moi, je suis émerveillée de voir tout ce qui se passe et toutes les prises de conscience et les ressentis dont témoignent les gens. Parce que j'ai toujours, je suppose que ça transparaît, j'ai toujours pensé qu'il y avait un cheminement avec des prises de conscience, des paliers, une évolution, des choses à franchir, à vivre, à intégrer. Et en fait, je vois sur ta chaîne et avec toute l'assemblée que non, que ça se fait. Et au travers de ce qu'on vient de vivre là, je voyais vraiment que on n'allait pas attendre que toute l'humanité s'abonne à ta chaîne et qu'il suffit d'être, je ne sais pas combien on est ce soir pour que. Mais ça Oui, passait, 60. ça Bah, s'éclairait, ça faisait des filaments mmh. partout, un espèce de réseau. Et en fait, Mmh. ça va super vite et ça m'a donné de la joie parce que, oh là là, quelle libération, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis ça se diffuse sans effort, c'est comme l'électricité, ça passe quoi. Ouais. Et ça, Oui, et puis je vois bien comment je suis guidée. Alors bon, l'antenne YouTube, elle prend de l'ampleur et je suis guidée pour associer à ce que je fais d'autres personnes qui ont d'autres points de vue que le mien, mais que je peux accueillir. Parce que moi, j'aime la diversité, c'est-à-dire le divin est un, mais manifesté dans la diversité. Et j'aime aussi échanger ou donner la parole à des personnes qui n'ont pas la même manière que moi de vivre l'homme-esprit qu'ils sont. Parce que c'est passionnant, parce qu'on est appelé à faire des choses ensemble. Ça, c'est d'une part, il y a ça qui est en train de se mettre en place et j'aime beaucoup. Il y a tout ce que je fais aussi, moi, dans les séminaires que j'anime, là. Parce que là, j'en ai mis beaucoup de séminaires en face à face. Il y a les assemblées de guérison qui sont en train de se profiler. Et c'est comme une espèce de boule de neige qui est en train de grossir et qui fait que la conscience s'élève malgré nous. Et ça se fait parce qu'il y a une espèce d'impératif à le faire. Nous le voulons. C'est nous qui le voulons. Et donc, bien entendu que nous humainement, nous le voulons, mais nous, spirituellement, nous le voulons encore plus. Et donc, nous nous inspirons pour le faire. Et ça, c'est génial. C'est absolument génial. Et ça a lieu. Et voilà, par la porte ou par la fenêtre, vient en chacun de nous, tout le temps, nous dire combien il nous pousse à nous unir à lui. C'est génial. Je suis hyper enthousiaste. ouais, au-delà de toutes nos différences et de la diversité qu'il y a dans cette assemblée, il se passe un truc d'universel, quoi, qui est génial et là, du coup, il n'y a plus besoin de texte, il n'y a plus besoin Mm. d'explication et la boucle est bouclée. Donc, c'est Ouais, c'est fabuleux. ça. Mm. Ouais, super. Bon, ben, il y a plein de gentillesses qui nous sont dites là, hein, qui nous sont Ouais. dites. Hein, FIFA, David qui est à côté, a même envoyé un message aussi. Ouais, Mariam, Omnior, super, Chantal. Merci beaucoup, c'est super sympa. Ben, merci Coralie. On va arrêter là, hein, qu'est-ce que t'en penses? Merci à toi et à vous qui êtes autour, Ouais. dans l'ombre, mais qui êtes bien présents. Dans la Et, lumière et et aussi dans même l'ombre autour, dans quoi. le non visible. Ouais, c'est Dont ça. on n'entend que les noms. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, on se retrouve, on a fixé notre date pour le mois d'avril, Coralie. Je pense que c'est fin avril, non? Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Attends, je On regarde le en dira. même temps. Toi, tu vas. Non, il y en a une. Mi-avril. Ouais. Mm. Ah ben, je Ouais. trouve pas. De toute façon, il y aura un rappel d'ici là, mais ton Oui, emploi oui. du temps est tellement riche qu'il faudra nous le rappeler. Je ne sais pas si c'est pas le 29 la prochaine. Ah oui, peut-être. Je croyais que c'était Hein?
Plutôt. 29 mars, et après, il y a un espace un peu plus Ah grand. oui, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Et ben voilà. Et puis donc demain soir, je fais une émission en solo ou presque, parce que je suis quand même beaucoup accompagnée. Et puis jeudi soir, ça va être un grand bonheur aussi avec Marc Luix. On va parler de lui, hein, de son expérience spirituelle qui est très chouette, peut-être de son expérience politique aussi, puisqu'il c'est quelqu'un qui a travaillé donc à la Commission européenne. Et, bref, c'est vraiment super. Hein. Donc moi, je suis honorée de recevoir Marc donc jeudi soir. Et puis donc demain soir toute seule. Et puis voilà, puis plein d'autres choses très intéressantes. Et vendredi, vous repartez en regard de vérité? Non, vendredi, je serai en direct. C'est samedi que j'anime avec David. Enfin, c'est surtout David qui anime. Moi, je suis plutôt en soutien canalisation. Donc, un séminaire sur l'équinoxe de printemps. Donc, on va consteller les planètes et les signes astrologiques et on va, avec un groupe de 25 personnes, recevoir les énergies, les bonnes vibrations des planètes qui sont en fait des énergies à notre service aussi pour comment dire, faire les choix qui nous correspondent pour aller plus loin dans notre chemin de conscience, tout simplement. Voilà. Votre dernière émission avec David, elle était géniale aussi, hein, pour ceux qui l'ont pas vue. Non, mais ça va tellement vite que parfois on saute une émission et c'est dommage parce que elles sont très riches et en plus elles sont complémentaires, moi je trouve. Et voilà. Ouais. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, on pourrait remettre le lien vers ton exposé sur les émotions de février. Ouais, d'accord, je vais faire ça. Et le lien aussi vers ton émission sur Rayonnance TV, là, qui était, où tu as dit beaucoup de choses en lien aussi avec notre construction et c'est très complémentaire. Ben, je vais faire d'ailleurs une autre émission sur Rayonnance Télé, mais ça va être un atelier où il faut s'inscrire à l'avance. Donc ça sera encore une autre expérience. C'est bientôt, au mois d'avril, puisque j'ai pas mon calendrier en tête, parce que je pense que je suis du style un peu hyperactive en ce moment là, donc j'en ai plein de choses. Voilà. Bon, ben alors à bientôt les amis. À bientôt les amis. Merci Coralie, merci à vous tous. Bye bye, bonne soirée. Bye bye.